Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Il s'agit d'un système qui a appris quelque chose silencieusement, que la force est coûteuse, que la pression est moins chère. Je ne parle pas de bombes, je parle de contrats, de pipelines, de flux de trésorerie. Quelque part en chemin, le pouvoir a cessé d'arriver avec des soldats et a commencé à arriver avec des tableurs. Et presque personne ne l'a remarqué. Parce que lorsque cela fonctionne, cela ne ressemble pas à de la violence. Cela ressemble à de la coopération, cela ressemble au calme. On vous dit que c'est la stabilité, on vous dit que c'est la retenue, on vous dit que c'est le progrès. Mais ce qui se passe réellement est plus dangereux que la confrontation. Parce que cela ne s'arrête pas avec un cessez-le-feu. Cela s'enracine. Si vous vous souciez de la manière dont le contrôle fonctionne réellement aujourd'hui, cela compte. Si vous pensez que cela concerne un seul pays, restez avec moi. Parce que le mécanisme testé ici ne reste pas là où il commence. Et une fois qu'il fonctionne, il se propage. Voici le basculement que vous êtes censé manquer. Le pouvoir ne s'exerce plus par celui qui parle le plus fort, ni par celui qui menace en premier, ni par celui qui déplace des troupes. Le pouvoir appartient désormais à celui qui contrôle la sortie. Pas la frontière, le flux de revenus. Le système le plus important aujourd'hui n'est pas le leadership politique. C'est l'architecture de la dépendance. Qui a besoin de qui pour garder la lumière allumée, pour payer les salaires, pour faire circuler le carburant? Une fois cette dépendance verrouillée, le comportement suit. Non parce que quelqu'un y est contraint, mais parce que l'alternative devient invivable. C'est pour cela que les personnalités comptent moins qu'avant. Les élections n'y changent rien. Les discours n'y touchent pas. Parce que le système ne demande pas la loyauté. Il chiffre la conformité. Et une fois que la survie d'un pays est câblée, dans le capital externe, la technologie externe, les marchés externes, le contrôle n'a plus besoin de s'annoncer. Il attend simplement, et c'est là que le véritable basculement a commencé. Pas avec une décision, mais avec une normalisation. Ce qui nous amène à ce qui a changé silencieusement pendant que tout le monde regardait autre chose. Voici la partie dangereuse. Rien de spectaculaire ne s'est produit. Aucune déclaration, aucune invasion, aucun moment précis que l'on puisse désigner en disant « c'est là que tout a changé ». Avant, la pression était temporaire. Les sanctions allaient et venaient, les menaces montaient, puis retombaient. Aujourd'hui, la pression est permanente, intégrée au système lui-même. Avant, la question était « que vont-ils faire ?» Aujourd'hui, la question est « que peuvent-ils se permettre de faire ?» C'est une autre forme de contrôle, parce que le changement lent ne déclenche pas d'alarme. Il passe pour du pragmatisme, pour du réalisme, pour des adultes qui prennent enfin les commandes. Mais lorsque les revenus, les infrastructures et la reconstruction d'un pays sont tous conditionnés par une autorisation externe, le temps commence à jouer contre lui. Chaque retard accroît la dépendance. Chaque réparation approfondit l'enchevêtrement. Chaque arrangement temporaire devient structurel, et voici l'astuce. Une fois ce basculement normalisé, le renverser paraît imprudent, voire dangereux. C'est ainsi que le levier cesse de ressembler à un levier et commence à ressembler à la seule option restante. C'est pourquoi le premier choc visible comptait bien plus qu'il n'y paraissait. Puis vint le moment qui ressemblait à de la retenue. Une frappe qui n'a pas eu lieu, une force restée au fourreau, cela a été présenté comme du calme, comme de la maturité, comme un choix plus intelligent. Mais cette pause n'était pas vide. Elle était transactionnelle, car presque immédiatement, autre chose a bougé. Pas des troupes, des signaux. Des portes de prison se sont ouvertes. Les canaux diplomatiques se sont réchauffés. Le langage économique a remplacé le langage militaire. Ce n'était pas une désescalade, c'était une conversion. La pression n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Ce qui ressemblait à une concession était en réalité un test, une preuve de réactivité,
une démonstration que le comportement pouvait être ajusté, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Et une fois que cela a fonctionné, le système a appris quelque chose d'essentiel. La conformité pouvait être obtenue plus rapidement par des incitations que par des menaces. Voilà le choc. Non pas que la force n'ait pas été utilisée, mais qu'elle n'ait pas été nécessaire. Parce que lorsque le premier levier a bougé, les autres étaient déjà en place. Attente. Si vous pensez encore qu'il s'agissait d'éviter un conflit, faites une pause ici, car la véritable histoire commence. Après le moment que tout le monde pensait être la fin. Voici comment le mécanisme fonctionne réellement. Il ne repose pas sur la confiance. Il repose sur l'asymétrie. Un côté contrôle le capital, la technologie, l'accès au marché. L'autre contrôle une ressource qu'il ne peut pas pleinement exploiter seul. Ce déséquilibre est le moteur. L'infrastructure devient le point d'étranglement. Less pipelines, les raffineries, les calendriers de maintenance qui n'ont pas été mis à jour depuis des décennies. Reconstruire paraît généreux. Mais reconstruire signifie aussi redessiner la propriété de l'avenir. Car une fois que la production dépend d'ingénieurs externes, de financement externe, d'assurance externe, chaque baril devient conditionnel. Les revenus ne circulent que si le comportement reste acceptable, les investissements n'arrivent que si les signaux restent propres. Et si ces signaux changent, le système n'argumente pas. Il déconnecte. Les dégâts ne se manifestent pas comme une attaque. Ils se manifestent par des salaires impayés, des pénuries de carburant, une pression interne. C'est là le génie et le danger. Le coût de l'application est externalisé vers la population elle-même. Personne n'a besoin de lancer un ultimatum. La structure le délivre automatiquement et une fois cette machinerie en marche, elle n'a plus besoin d'attention. Elle attend simplement le prochain test, qui est arrivé plus vite que la plupart des gens ne l'avaient prévu. Le tempo change alors. Les décisions se compressent. Les délais se réduisent. Les investisseurs hésitent, puis reviennent, puis hésitent à nouveau. Les dirigeants se souviennent de la dernière fois. Des actifs saisis, des années perdues devant les tribunaux, des compensations jamais totalement versées. Alors des garanties sont exigées. Politics, juridiques, personnels, et la pression s'accélère parce que ce n'est plus théorique. L'argent s'aligne. Le risque aussi. Chaque retard augmente le coût. Chaque hésitation resserre la fenêtre. Des objectifs de production circulent. Des millions de barils. Des impacts sur les prix. Des conséquences intérieures, loin des champs pétrolifères. C'est ici que le levier s'aiguise. Parce que désormais, le retrait ne nuit pas seulement aux pays hôtes. Il secoue les marchés, il pousse l'inflation. Il apparaît aux stations-service. Soudain, ce n'est plus une expérience de politique étrangère. C'est une expérience domestique. Et une fois ce lien établi, la patience disparaît. C'est le moment où les systèmes se verrouillent ou se fissurent. Et ceux qui le ressentent en premier ne sont jamais ceux qui négocient. C'est ici que cela vous atteint. Pas en théorie, pas dans le langage politique, dans le temps, dans les prix, dans la pression. Parce que lorsque l'énergie devient un levier, la vie ordinaire devient une garantie. Vous ne voyez pas les contrats, vous en ressentez les effets. Les coûts du carburant se répercutent. La nourriture suit, les emplois vacillent. Et quelque part, loin de la table des négociations, on demande à des gens d'absorber le choc pour que le système reste élégant. C'est la cruauté silencieuse du contrôle structurel. Il ne s'annonce pas, il disperse la douleur. La conformité est récompensée par la stabilité. La résistance est punie par la rareté. Et voici la partie essentielle. Le système ne fonctionne que si tout le monde croit qu'il n'existe pas d'alternative, que c'est le seul moyen d'éviter le chaos, le seul moyen de faire tourner les choses. Si l'on vous a déjà dit d'accepter moins, parce que l'instabilité serait pire, vous comprenez déjà la logique. Si vous voulez comprendre comment le pouvoir est redéfini aujourd'hui, ne regardez pas les dirigeants, regardez les incitations.
Restez avec moi, car cela ne s'arrête pas à un seul pays ni à une seule crise. Une fois qu'un système de ce type se stabilise, il ne reste pas confiné, parce que les marchés ne respectent pas les frontières. Les chaînes d'approvisionnement ne s'arrêtent pas pour la diplomatie. Lorsque la production d'un pays devient conditionnelle, tout l'aval s'ajuste silencieusement. Défensivement, les raffineries se recalibrent. Les routes maritimes se déplacent. D'autres producteurs observent et apprennent. Pas les discours, la structure. Ils voient un modèle où l'accès remplace l'invasion, où le capital fait le travail que faisaient autrefois les soldats. Et soudain, ce n'est plus une expérience régionale. C'est un modèle. Les flux énergétiques commencent à ressembler moins à un échange qu'à une permission accordée. Révoquée, révalorisée, le système mondial absorbe cela, sans débat, parce qu'il fonctionne déjà sur l'interdépendance. Mais l'interdépendance a un côté sombre. Quand un nœud se resserre, le choc se propage. C'est ainsi que le levier local devient une exposition globale, qu'un simple recalibrage augmente silencieusement la volatilité ailleurs. Et la partie la plus troublante, il n'y a pas de point final clair. Juste un cercle qui s'élargit, composé d'acteurs qui s'adaptent à une nouvelle normalité, qu'ils n'ont jamais approuvée. Ce qui nous amène à la question que personne ne veut encore poser. Voici donc ce qui vient ensuite, non comme une prédiction, mais comme un ensemble de chemins. Il y en a 3. Le premier est l'ajustement. Le système tient. Les investissements affluent. La production augmente. Les prix se détendent. La dépendance devient routinière. Et avec le temps, elle cesse même d'être débattue. C'est simplement ainsi que les choses fonctionnent désormais. Le deuxième chemin est l'érosion, pas l'effondrement, la friction. Les contrats s'étendent, les signaux se brouillent, la confiance s'amenuise. Le système fonctionne encore, mais à un coût plus élevé. Plus de surveillance, plus de pression, moins de marge d'erreur. La stabilité devient fragile, maintenue, non supposée. Puis il y a le troisième chemin, la rupture, une erreur de calcul, un changement politique, une garantie rompue. Et soudain, l'interdépendance même, conçue pour prévenir le conflit, l'accélère. Les capitals se figuent, les flux s'arrêtent, la pression interne augmente plus vite que prévu. Aucun de ces chemins n'est inévitable, mais tous sont plausibles. Et le choix entre eux n'est pas fait par des discours ou des intentions. Il est fait par la capacité de ce système à survivre à son propre succès. Car plus le levier devient efficace, moins il est indulgent lorsqu'il se rompt. Et cela nous amène à la partie que nous ne pouvons pas résoudre ce soir. Il y a une tentation, à la fin de récits comme celui-ci, de chercher du réconfort, de l'équilibre, une leçon claire. Vous n'aurez pas cela ici. Parce que les systèmes comme celui-ci n'annoncent pas l'échec. Ils le normalisent, ils fonctionnent, jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Et lorsqu'il cesse de fonctionner, il n'y a pas de décision unique à annuler, pas de levier à ramener en arrière, pas de moment auquel revenir. Ce qui remplace la force semble plus intelligent, plus efficace, moins visible. Mais la visibilité n'a jamais été le danger. La dépendance l'est. Lorsque la survie est conditionnée par une autorisation, lorsque la stabilité est louée, au lieu d'être possédée, lorsque la pression est intégrée si profondément qu'elle n'a plus besoin de parler. C'est là que le pouvoir devient le plus difficile à contester, non parce qu'il est brutal, mais parce qu'il est silencieux. Si vous regardez encore, c'est parce que vous sentez que ce n'est pas terminé et ce ne l'est pas. Ce mécanisme est toujours à l'essai, toujours affiné, toujours exporté. Ce qui compte ensuite, ce n'est pas qu'il réussisse une fois, c'est que nous sachions le reconnaître lorsqu'il apparaît ailleurs. Parce que le prochain chapitre ne commence pas par une crise.
Il commence par un accord, si vous voulez comprendre, où tout cela mène. Ne cherchez pas les titres, cherchez la structure et restez avec moi.